Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va essayer de répondre à la question suivante. C'est quoi la vie? C'est- Par exemple, c'est quoi la différence entre une roche et un papillon? C'est quoi qui fait qu'un papillon est vivant et qu'une roche est inerte? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? On essaiera aussi de répondre à d'autres questions comme est-ce qu'un virus est vivant ou non? À quel moment un embryon est vivant? Et une question primordiale, à quel moment doit-on arrêter de maintenir quelqu'un sous respiration artificielle et déclarer sa mort? Vous comprenez donc que c'est une question dont la réponse est primordiale. Il y a plusieurs certitudes au sujet de la vie. Pour qu'un organisme soit déclaré, soit reconnu vivant, il faut qu'il soit doté de trois caractéristiques essentielles. La locomotion, c'est-à-dire qu'elle bouge, qu'elle soit dotée d'une mobilité. Le métabolisme, qui comprend toutes les activités biochimiques qui se déroulent dans le corps, que ce soit la digestion par exemple, l'excrétion, la nutrition, et tout ce qui se rapporte à toutes les réactions qui se déroulent dans l'organisme. Et le troisième critère, c'est bien sûr la reproduction. On va détailler ces sujets-là au fur et à mesure. D'abord, commençons par la locomotion. On peut donc dire que, comme première définition, est vivant tout être capable de se déplacer de façon autonome. Mais est-ce que c'est suffisant pour déclarer un organisme ou un être comme vivant? Bien sûr que non. Il y a plusieurs contre-exemples pour ça. Par exemple, les plantes. À l'exception des plantes, un enfant de moins de 2 ans est capable de reconnaître un être vivant. Mais en fait, les plantes bougent aussi. Ils ne sont pas immobiles. Les plantes sont immobiles seulement en apparence parce qu'elles croissent, donc elles bougent de façon horizontale, verticale plutôt qu'horizontale. En plus, ils sont capables de suivre la lumière. Vous avez l'exemple, c'est le tournesol, quoi. Donc, ce qu'on appelle le géotropisme. Donc, les plantes sont aussi des êtres vivants. En plus, les plantes utilisent le soleil comme source d'énergie. On peut donc modifier la première définition de la vie en disant que y vivant tout être capable d'effectuer un mouvement autonome et d'utiliser une source d'énergie externe, comme les plantes. Mais même à cette modification de la définition de la vie, il y a aussi des contre-exemples. On peut citer les robots. Les robots qui pourtant sont non vivants bougent tant qu'il y a une source d'énergie. Donc ce n'est pas suffisant pour définir la vie. Ce qui nous amène au deuxième critère de la vie, le métabolisme. Un être vivant doit être capable de capter les molécules ou l'énergie de son environnement et de la transformer pour constituer sa propre matière organique. C'est quoi le métabolisme? Le métabolisme comprend plusieurs activités du corps,
comme la digestion, la respiration, l'excrétion et toute autre activité biochimique à l'intérieur du corps. Le métabolisme, tout être vivant est constitué de matière organique à base de carbone. Il est constitué d'un ensemble d'organes qui agissent les uns avec les autres, c'est-à-dire qu'ils sont interdépendants. La particularité des organes est que leur fonctionnement a pour finalité d'assurer la survie de l'être vivant. Mais comme pour la locomotion, il y a des contre-exemples du métabolisme qui montrent que ce critère seul ne suffit pas pour définir la vie. On pourrait imaginer par exemple une vie extraterrestre à base non pas de carbone mais de silicium. Le silicium a des propriétés chimiques proches de celles du carbone qui permettent la réaction avec d'autres atomes. Une structure une structure en organe n'est pas une exclusivité des êtres vivants. Il y a beaucoup d'exemples de machines réalisées par l'homme dont les composants qu'on pourrait, euh, qu'on pourrait qualifier d'organes sont interdépendants entre eux. On a juste à donner l'exemple des usines construites par l'homme. Les organes des êtres vivants ont pour seul objectif d'assurer la survie de l'organisme qu'ils y hébergent, ce qui n'est pas le cas des machines. Un robot, par exemple, même s'il est constitué d'organes entre parenthèses, ces organes-là, ou ces pièces-là, n'ont pas pour objectif d'assurer la survie du robot, mais plutôt d'obéir aux ordres de son créateur. De plus, pour montrer que le métabolisme n'est pas une exclusivité du vivant, il est tout à fait possible de fabriquer de la matière organique à partir de la matière inerte. Et d'ailleurs, ça a été fait depuis plus d'un siècle par Friedrich Wöhler, qui a pu synthétiser l'urée, qui est un composé organique, à partir de composés chimiques. Le troisième critère essentiel à la définition de la vie, c'est la reproduction. Tout être vivant doit être capable de se reproduire et de transmettre son matériel génétique aux générations futures. De plus, tous les êtres vivants ont un ADN qui détermine les caractéristiques de l'individu. Donc ça paraît être, la reproduction paraît être un critère très important pour la vie. Mais comme pour les autres critères, il y a de contre-exemples. Il y a de la matière inerte qui peut être capable de se reproduire. On peut citer par exemple les virus informatiques. Et à l'opposé, il y a des êtres vivants qui sont reconnus comme vivants, mais qui sont incapables de se reproduire. Par exemple, les abeilles ouvrières, les mules, les fourmis ouvrières aussi, ou les fourmis soldats, ou simplement votre voisin qui est stérile. Ça ne l'empêche pas d'être vivant pour autant. Donc le critère de la reproduction seul n'est donc pas suffisant pour définir la vie. Maintenant, on va passer aux grandes questions et essayer d'y répondre autant qu'on peut. Bien sûr, les réponses vont concerner juste le côté scientifique. On ne parlera pas de religion, ni de philosophie, ni rien d'autre. Un virus est-il vivant? Les virus, la plupart des scientifiques ne considèrent pas les virus comme vivants. Il y a quand même des arguments pour et des arguments contre. On va voir les deux pour rester assez objectif. Les arguments pour
intégrer les virus, pour considérer les virus comme vivants, d'abord, leur structure et leur comportement ont pour seul objectif d'assurer la reproduction du virus. Donc tout ce qu'ils font, comme tous les autres êtres vivants, c'est pour assurer leur reproduction. En plus, ils sont constitués de matière organique, comme tous les autres vivants. Ils sont entourés de membranes et ils subissent la sélection naturelle et l'évolution. C'est même des champions dans ce domaine-là. Ils sont capables de muter très vite. On a juste à voir le virus de la grippe ou d'Ebola ou tous les autres virus. Ils sont capables, c'est vrai, de vrais champions d'évolution et de sélection naturelle. En plus, ils ont un matériel génétique qui est soit de l'ADN, soit de l'ARN. Donc tout ça plaide pour les considérer comme des êtres vivants. Par contre, ils n'ont absolument pas de métabolisme. C'est-à-dire, tout ce qu'ils font, c'est obliger la cellule qu'ils parasitent à produire leurs protéines et à produire d'autres virus, mais eux-mêmes, en dehors de la cellule, ils sont incapables, ils n'ont aucun métabolisme. Ils n'ont pas de reproduction autonome, ils n'ont absolument pas d'organes, ils ne peuvent pas se produire, ils ne peuvent pas produire de la matière organique seuls. Donc c'est pour ça que là, une grande majorité des scientifiques les considèrent comme non vivants. Est-ce qu'un embryon est vivant? Et si c'est le cas, et si c'est pas le cas, à quel moment on peut le considérer comme vivant? Mon but n'est pas d'être pour ou contre l'avortement, c'est simplement de traiter la question de façon objective. Les arguments contre un embryon n'a pas d'autonomie. Il dépend du métabolisme de sa mère pour sa survie. Et l'embryon n'est pas encore un individu, mais un potentiel individu. Les arguments qui sont pour l'embryon, même s'il n'a pas de métabolisme, a quand même certaines fonctions de métabolisme, comme l'excrétion par exemple. Même s'il n'est pas capable de respirer tout seul, même s'il n'est pas capable de se nourrir tout seul, il a quand même certaines fonctions. L'embryon va devenir un être vivant, donc il a déjà le potentiel de la vie en lui. En plus, on peut être malade sans arrêter d'être vivant. Par exemple, les gens qui sont dans le coma, ils sont quand même considérés comme vivants. On peut être on peut ne pas avoir certaines fonctions de vivant pendant un certain moment, mais ça ne nous empêche pas d'être vivants pour autant. Ok? Mais dans ce cas, à quel moment l'embryon n'est-il pas suffisamment vivant? On peut dire que pas d'activité neuronale, comme il n'y a pas d'activité neuronale avant la fin du premier trimestre, on peut considérer ça comme un instant critique pour le considérer vivant, complètement vivant après. De plus, si on considère que la mort clinique, c'est l'arrêt complet des fonctions cérébrales, on devrait raisonner dans l'autre sens et dire que la naissance de la vie, c'est le moment où apparaissent les fonctions cérébrales. Logiquement, ça devrait être ça. En conclusion, pour clore le sujet, et en résumé, on peut dire qu'il y a des critères essentiels à la vie, par exemple le métabolisme, la reproduction, la présence de l'ADN ou de l'ARN et l'autonomie de l'individu. Tout ça sont des critères essentiels à la vie, sans lesquels il est impossible de parler de vie. Mais un seul critère tout seul ne suffit pas.
C'est l'ensemble des critères qui sont importants. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Laissez-moi vos commentaires et vos questions. C'est un sujet à débat. Et abonnez-vous pour avoir accès à plus de vidéos. Merci beaucoup et à la prochaine.